Bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans cette salle de l'Orme ce matin pour animer une table ronde autour du sujet du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, organisé par le CNRS et en particulier par l'Institut en charge des sciences humaines et sociales. Donc, je les remercie beaucoup de m'avoir proposé d'animer cette table ronde. Je vais le faire avec d'éminents intervenants qui sont présents ce matin. Tout d'abord, à ma gauche, Dany Sandron, qui est donc professeur d'histoire de l'art du Moyen-Âge à Sorbonne Université et qui a été au sein du chantier scientifique responsable d'un des groupes de travail, puisqu'il y en avait 9 en tout, groupes de travail. Et parmi ces 9 groupes, il y avait le groupe Grand Décor. Et Dany donc, a pris en main la conduite et la coordination de ce groupe de différents chercheurs. Nous avons également ce matin Mylène Pardoin, qui est ingénieure de recherche au CNRS, rattachée à la Maison des sciences de l'homme de Lyon, et qui a été, au sein du chantier scientifique, co-coordinatrice d'un autre groupe de travail important pour ce chantier, le groupe acoustique. Elle a été aidée par un autre chercheur, Brian Katz, qui est présent également aujourd'hui. Merci Brian d'être là. Directeur de recherche au CNRS, Sorbonne Université, spécialisé en acoustique et en audio 3D. Et qui a été également co-coordonnateur avec Mylène. Ils ont formé un beau duo très efficace de ce groupe acoustique. Alors, la table ronde qui nous occupe ce matin va nous permettre de parler du chantier scientifique de Notre-Dame de Paris, et c'est vraiment intéressant de le traiter dans le cadre de ce salon. Et je vais vous dire pourquoi dans un instant. Je vous rappelle d'abord tout simplement ce qu'a été, si vous ne le connaissez pas, ce chantier scientifique. C'est une initiative conjointe du CNRS et du ministère de la Culture, lancée juste après l'incendie du 15 avril 2019, au moment où on ne savait pas encore très bien comment les choses allaient se coordonner. Il y a eu cette initiative de plusieurs chercheurs qui ont proposé leur aide. Et de proche en proche, des dizaines de chercheurs se sont rassemblés dans ce qui a été ensuite appelé le chantier scientifique de Notre-Dame de Paris. Et ce chantier scientifique, qui a rassemblé jusqu'à 175 chercheurs dans 9 groupes de travail thématiques différents, a été réalisé sur l'ensemble de la durée du chantier. Le colloque conclusif a eu lieu en avril 2024 d'ailleurs. Et il s'est logiquement éteint, si je puis dire, à la fin du chantier de restauration. Et il a été mené en lien très étroit avec l'établissement public pour lequel je travaille, l'établissement public en charge de la restauration de Notre-Dame de Paris, qui est le maître d'ouvrage de cette opération de restauration de la cathédrale et qui a été en contact très étroit avec l'ensemble des groupes de travail, soit pour faciliter leur accès à la cathédrale et leurs travaux de recherche, soit aussi pour utiliser, quand c'était possible, les compétences des chercheurs mobilisés afin de préparer et de fiabiliser autant que possible les travaux de restauration de la cathédrale. Alors pourquoi parler de ce sujet aujourd'hui rapidement ? Je crois que c'est très en lien avec la thématique du CITEM 2025, puisque le projet, la thématique c'est équipement, valorisation et innovation, et il est clair que le chantier scientifique a été une source d'innovation en termes de méthode, on en parlera, de recherche aussi sur le patrimoine culturel, et en termes de valorisation aussi de ces données scientifiques acquises. Et puis, pour un salon du CITEM qui parle bien sûr des musées, c'est une table ronde qui fait bien sûr écho aux préoccupations du salon, puisque les questions muséographiques ne sont pas vraiment absentes des réflexions nées de ce chantier scientifique, puisque la création d'un nouveau musée dédié à Notre-Dame de Paris est en cours de réflexion. Nouveau musée qui, à Paris, à côté de la cathédrale, aura pour originalité, si je puis dire, et spécificité de se baser énormément sur les résultats du chantier scientifique justement réalisé depuis 2019. Voilà, je n'en dirai pas plus dans ce propos introductif.
Et je vous propose qu'on commence cette table ronde en passant la parole à chaque intervenant pour qu'il puisse nous présenter quel a été son domaine de recherche spécifique sur Notre-Dame tout au long de ces 5 années, afin que vous puissiez mieux comprendre qui parle et à partir de quel sujet. Je propose que Mylène commence à nous présenter son travail sur Notre-Dame. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre présence. Donc moi, sur le chantier scientifique du CNRS, ministère de la Culture Notre-Dame, j'avais une mission qui était à la fois simple et compliquée. Je devais m'occuper d'un axe qui analysait tout ce qui touche au paysage sonore, à l'intérieur et à l'extérieur de Notre-Dame. J'avais un axe donc, sur l'historique, mais qui va du 1170, début de la construction, jusqu'à nos jours. J'avais un axe qui s'intéressait à l'ambiance sonore du chantier contemporain et puis au travail des artisans. Donc essayer de capter le travail des artisans sur le chantier par lui-même, donc un focus sur le geste. Donc ma spécificité, c'est de réfléchir et d'analyser la matière sonore. Je ne suis pas acousticienne, mais je pense que je vais en profiter pour passer le micro à mon collègue qui complète mes travaux. Je dis toujours, Brian a fait le flacon en cristal dans lequel vient se reposer le nectar de mes travaux. Bonjour, je suis acousticien et je travaille plutôt en acoustique des salles et la simulation en réalité virtuelle des acoustiques futures ou passées ou inconnues. Et dans le cadre de Notre-Dame, on s'est intéressé assez rapidement après l'incendie d'essayer de réfléchir sur comment la restauration peut avoir un impact sur l'acoustique de Notre-Dame. Et on avait la chance que 4 ans avant l'incendie, on avait déjà fait une étude assez profonde sur l'acoustique de Notre-Dame. Donc, on avait déjà une bonne documentation de l'état du Notre-Dame avant l'incendie. En plus, on avait découvert des mesures effectuées par des collègues dans notre laboratoire qui datent des années 80, 90. Et donc, on a vraiment une chronologie déjà des mesures réalisées. En plus, un type de jumeau numérique, un peu comme ce modèle-là, mais plutôt avec des propriétés acoustiques. Et nous, on peut simuler l'acoustique du lieu. Et avec ce jumeau numérique, on peut appliquer des études vers le passé ou vers le futur avec les rénovations anticipées ou proposées par différentes équipes sur Notre-Dame. Et l'idée, c'est de mettre tout ça à la disposition de l'équipe de restauration pour répondre aux besoins de leur côté et en parallèle profiter d'un projet plutôt purement recherche, s'appelle The Past 10 Years à Notre-Dame, qu'on avait déposé juste après l'incendie avec l'ANR, qui finance une équipe de chercheurs, de musicologues, des historiens de l'art, des architectes, de gens de plein de disciplines qui essaient d'étudier Notre-Dame dans toute son histoire, mais avec un axe ou un regard sur la partie sonore. Donc, soit paysage sonore, soit l'évolution de la musique, etc. Et de créer des systèmes de simulation à la fois pour l'étude acoustique, mais aussi pour la communication acoustique. Et on a mis, un peu comme dans la thématique de ces journées, beaucoup d'efforts sur la partie médiatisation, vulgarisation, muséographie de nos études scientifiques pour communiquer avec le grand public. Et ça fait un petit pub pour notre stand qu'on essaie de présenter à tout le monde. On avait fait un film sur l'histoire musicale, on a fait un audio guide autour de Notre-Dame et même une fiction radio pour raconter un peu les rêves de Victor Hugo, mais tout lié avec nos recherches réalisées autour de Notre-Dame.
Est-ce que ça fait un bon tour ou je peux continuer encore? Ouais, c'est très bien, merci beaucoup Brian. Je passe la parole à Dany, si vous pouvez nous présenter vos travaux, la manière dont vous avez pu intervenir durant ces 5 ans et sur quelle thématique. Merci. Eh bien, nous avons travaillé avec une quinzaine de collègues donc, sur le décor monumental de Notre-Dame, c'est-à-dire à la fois les portails, le décor intérieur, celui par exemple des chapiteaux, des clés de voûte, mais aussi le décor peint, les peintures murales conservées, notamment dans les chapelles du chœur. Et on a bénéficié évidemment de l'accès privilégié à ces décors grâce aux échafaudages qui ont été montés à l'intérieur comme à l'extérieur de Notre-Dame. Et on a profité pour faire une couverture photographique, mais aussi par les technologies numériques, photogrammétrie, lasergrammétrie, d'avoir des relevés en 3 dimensions de la plus grande partie de ces décors plastiques, hein, évidemment pour la 3D, sculpture intérieure et celle des chapiteaux. Et on travaillait aussi avec des ingénieurs du laboratoire de recherche des monuments historiques, qui ont fait des prélèvements sur des vestiges de polychromie avec des restaurateurs, des archéologues aussi, puisqu'on est associé à l'étude de cette découverte spectaculaire menée à l'occasion des fouilles à la croisée du transept, les vestiges du jubé, donc cette clôture occidentale du chœur qui remonte au XIIIe siècle avec plus d'1 millier de fragments sortis des fouilles et des dizaines qui conservent une polychromie ancienne. Vous avez peut-être vu une présentation d'une sélection de ces fragments au musée de Cluny lors de l'exposition qui vient de s'achever sur Faire parler les pierres, la sculpture de Notre-Dame donc médiévale. Et donc ce travail d'équipe donc se poursuit et a déjà apporté pas mal de résultats sur la connaissance de l'ensemble du décor monumental de Notre-Dame. Merci beaucoup Dany. Je vous propose à ce moment de la table ronde qu'on rentre maintenant un peu plus dans le détail de vos travaux scientifiques pour qu'on comprenne mieux ensemble la manière dont vous avez pu travailler. Et comme la thématique de cette table ronde, c'est l'innovation scientifique au service de la restauration de Notre-Dame, je voudrais d'abord poser une question à Mylène pour savoir comment, Mylène, ou plutôt de quelle manière l'innovation a été à l'œuvre dans votre méthode de travail sur Notre-Dame, en matière évidemment de recherche en elle-même, si je puis dire, mais également en matière de valorisation de ces données. Alors, ce qu'il faut bien garder en mémoire, ou si vous n'imaginez pas, le chantier de restauration de Notre-Dame, c'est un vrai chantier de BTP. Alors, quand on est dans le son, BTP, on n'est pas toujours bien copains. Et en plus, c'est un chantier pollué. Donc, on était dans des conditions qui étaient tout de même particulières. Donc, l'innovation, elle n'était pas sur le matériel stricto sensus, parce qu'on a utilisé des micros et des enregistreurs numériques traditionnels, on va dire, mais plutôt sur la méthodologie pour pouvoir récupérer ces sons sur le chantier par lui-même sans avoir la pollution du chantier. Donc ça, c'était la première chose. Donc il a fallu réfléchir à la stratégie pour venir travailler in situ et ne pas avoir toute cette pollution sonore pour pouvoir récupérer du bon son. Donc on a déployé, on a tout miniaturisé déjà parce qu'il nous fallait pas passer des sas, nettoyer le matériel, donc on ne pouvait pas arriver avec des tonnes de micros et de câbles. Donc on a dû tout réduire. Donc on a réduit sur une petite mallette. Si vous venez sur le stand sur le C29, j'ai une mallette qui ressemble à celle que j'avais pour aller sur le chantier. Et puis on a des tout petits micros. Hein. On est passé sur une dimension complètement différente avec un micro qu'on appelle surfacique, qu'on va positionner sur la matière. Hop, s'il veut venir, ici. Donc on a travaillé avec ce type de micro, et puis d'autres micros encore plus petits, mais vraiment tout petits. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Donc il fait à peu près 2 mm. Et donc on a déployé toute une armada de petits matériels pour pouvoir avoir une bonne qualité, mais récupérer les sons. Ça, c'était la première étape, celle de la captation sur le chantier. Et ensuite, eh bien, on a tout un travail
qui tourne autour de la valorisation. Qu'est-ce qu'on va faire de ces sons? Comment on va les mettre en place, en scène? Et ben là, il y a une partie du travail qui était plus le mien, un travail d'histoire de Notre-Dame ou un focus, puisque j'ai eu l'opportunité, ça m'a fait changer mon champ de recherche. Je suis passée d'archéologue du paysage sonore à archéologue du patrimoine sonore, en faisant un focus sur le geste d'artisan. Et donc là, j'ai dû réfléchir aux méthodologies à mettre en place pour capter le geste, comprendre le geste et enregistrer ce geste. Et toute une partie de cette matière sonore, elle est également valorisée dans tous les travaux qu'on a fait avec Brian. C'est pour ça que je vous dis, tous les deux, on est vraiment complémentaires, puisque les sons, ils sont valorisés dans les outils de communication qui ont été mis en place dans le GT acoustique au service de Notre-Dame. Alors justement, vous parlez, Mylène, de valorisation, et je sais que par le passé, dans vos précédentes missions, vous avez déjà beaucoup travaillé sur la valorisation du patrimoine en contexte muséal. Je crois que vous avez travaillé notamment avec les Invalides. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est comment toutes ces données acoustiques que vous avez récupérées, vous imaginez, vous, avec votre expérience, pouvoir demain les retranscrire, les valoriser dans un musée qui, par exemple, serait un musée dédié à Notre-Dame de Paris. Alors, je vais dire, c'est facile pour moi, parce que sur chaque mission que me demande un musée, il vient me chercher, il me dit voilà, on veut mettre du son. Donc, première question, ok, vous voulez mettre du son, sous quelle forme? Parce que c'est vraiment le travail sur le son, il est important, mais en fonction de la diffusion. Et ensuite, on va raconter en son, il n'y a pas besoin de paroles, on va raconter en son une histoire qui peut retracer un historique, comme je l'ai fait pour les fresques de construction ou de restauration de Notre-Dame 1170 ou 1850. On fait une petite histoire avec que des sons, voire aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire faire des simulations sur comment pouvait chanter, résonner le chantier au moment où on y était. Là, vous avez vous avez vraiment des vidéos pour montrer. C'est sonore, c'est très sonore. On était entre 95 et 100 décibels. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quand même très bruyant. Et on peut apporter cette matière sonore en complément d'un visuel ou pas, mais pour recontextualiser des actions, qu'elles soient historiques ou contemporaines, des actions qui ont été faites au sein de Notre-Dame. C'est très important, cette notion de recontextualisation. Le projet de musée, il a une vocation à valoriser aussi les savoir-faire mobilisés pour la restauration. Et ces savoir-faire, il faut pouvoir les comprendre en contexte, et notamment en contexte sonore. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait que finalement ce chantier avait fait évoluer vos travaux de recherche et que maintenant vous étiez vraiment centré sur cette question de l'enregistrement des sons autour des savoir-faire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette thématique de recherche que vous avez développée? Quels sont ces enjeux et ces perspectives? Mais c'est un fait du hasard. En fait, Notre-Dame, c'est bien parce que c'est comme la recherche. On fait des choses un peu routinières, même si on est dans un contexte particulier. Et puis d'un seul coup, on se trouve confronté vraiment à une problématique. Et il faut réagir. Donc là, vous avez des photos de Notre-Dame là, qui passent en boucle. Et je me suis trouvée confrontée à travailler in situ dans le transept de Notre-Dame avec des staffeurs. Ce sont ceux qui ont refait toutes les frises en haut. Et on était sur 95 décibels. Et en discutant avec eux, ils m'ont dit non, mais vous n'arriverez pas à capter notre geste. Et là, ça va très vite dans la tête. On se dit si, parce que je suis venue, nous on venait de Lyon et il fallait faire sa mission. Et donc je suis passée sur ce type de micro. En fait, quand on va travailler avec les artisans, il faut savoir que l'artisan, quand il entend son geste, parce que lui, son métier, il est sensoriel, quand il entend son geste, il entend, comme nous, avec les oreilles, mais toute une partie de l'information qui passe par vibration, que ce soit au niveau de la main ou au niveau de ce qui se passe dans sa matière. Donc aujourd'hui, ma méthodologie, elle a été usée, abusée, tout ce que vous voulez. Je passe par toute une batterie de micros sur la matière. Donc mon travail, c'est l'étude de la sensorialité des métiers de l'artisanat par le geste et la transformation de la matière qui en résulte.
C'est-à-dire qu'on va chercher dans la matière, que ce soit l'eau, la pierre, le bois, toutes les matières y passent, le verre, on teste toutes les matières. Des petits bruits, des gros bruits. Hier, j'avais une collègue qui était calligraphe. Maintenant, on sait capter l'écriture par ces micros-là. Et pour Notre-Dame, eh bien, c'est plutôt des gros bruits, mais on a des petits bruits, puisque pour les staffeurs, on est passé par là. En fait, on leur a fait écouter leurs travaux, ils étaient super contents, parce que comme ils nous l'ont dit, mais c'était le cri du cœur, ils ont retrouvé leurs oreilles. Ils nous ont accueillis en nous disant, on est aveugle des oreilles, et quand on leur a fait écouter leurs travaux, pendant qu'ils travaillaient, ils ont redécouvert une partie de leur travail. Donc ça veut bien dire, quelque part, il n'y a pas de petits bruits ou de gros bruits dans le travail de l'artisanat. Il y a du son, de la sensorialité. Cette sensorialité, eh bien, elle vient compléter un visuel, parce que c'est vrai qu'on travaille souvent avec nos yeux. Et dans un musée, c'est essentiel d'avoir cette recontextualisation. Pourquoi ? Expliquer, par exemple, le geste d'un artisan, on lui fait déjà écouter au public, on fait écouter ce geste-là. Vous n'avez pas besoin d'un cartel de 1000 caractères. Hein. En général, d'ailleurs, dans un musée, on est un peu contraint. Donc dire, elle s'y rend long ici avec cette scie-là. OK, mais c'est quoi ? Quelle différence entre cette scie et puis le travail à la hache ? Et donc, progressivement, ça permet vraiment d'affiner la sensorialité au sein des musées. Merci beaucoup Mylène de nous avoir partagé votre expérience et puis votre passion aussi pour cette archéologie du paysage sonore, c'est vraiment passionnant. Je me tourne vers Dany pour lui poser finalement la même question qu'à Mylène tout à l'heure, c'est comment vous avez travaillé sur le chantier, sachant que le contexte, et on le voit mieux maintenant à travers les images, était quand même très particulier. On ne pouvait pas avoir une approche finalement classique, il fallait s'adapter. Donc comment est-ce que cette adaptation pour vous et votre équipe, elle a été source d'innovation en termes de méthode de recherche même ? Et puis est-ce qu'en termes de valorisation de vos données, vous avez des idées aussi d'innovation pour demain qui pourraient être utiles afin de mieux faire connaître ce patrimoine de Notre-Dame ? Oui, merci. Donc en effet, il y avait de fortes contraintes sur le site de Notre-Dame de Paris, en plein chantier de restauration, mais on a pu quand même y accéder en moyenne une fois par semaine. Et on utilisait ces technologies numériques, par exemple la lasergrammétrie, qui permet très très rapidement de faire des relevés précis. Vous avez vu sur la vidéo, et vous pourrez la revoir et échanger sur le stand C29. Donc des relevés très précis, rapides à effectuer et qui permettent évidemment de poursuivre les recherches en laboratoire, au Centre Chastel en l'occurrence. Donc on a amassé une grosse documentation qui est toujours en cours d'exploitation au sein de notre équipe, et à l'échelle d'un monument quand même très imposant comme Notre-Dame. Je pense que c'est une première. On n'avait pas l'équivalent, que ce soit en France ou à l'étranger, constitution d'une documentation aussi poussée sur le décor monumental, donc, qui est notre champ d'étude. Alors, pour ce qui est de l'exploitation de cette documentation à des fins de valorisation, à destination d'un public élargi, vous voyez par exemple sur cet exemple, le relevé laser permet d'avoir une coupe sur un pilier et de pouvoir l'analyser très très rapidement. Et évidemment, le public, même sans être spécialiste, peut accéder donc à des données quand même cruciales pour comprendre l'architecture et le décor du monument. Ici, il y a un chapiteau qui est perché à une vingtaine de mètres de hauteur, même avec des jumelles, pas très facile à observer. Avec ce genre de documents, évidemment, on a accès à la totalité du monument. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a plus de 1000 chapiteaux à l'intérieur, donc on pourra sélectionner des chapiteaux à différents endroits de la cathédrale, faire des rapprochements, ou au contraire insister sur des spécificités de tel ou tel ensemble, pour mieux comprendre un petit peu la construction de la cathédrale. On n'a pas d'archives pour les grandes périodes de construction du XIIe et du XIIIe siècle, mais grâce à l'examen très très poussé de son décor, on peut avancer des hypothèses sur des effectifs, retrouver la main d'une équipe, d'un atelier, voire d'un sculpteur spécifique à différents endroits de la cathédrale. Quand on a deux chapiteaux quasiment identiques, on peut supposer évidemment que c'est le même artiste qui a été à l'œuvre. Et donc tout cela est un travail en cours, qui est déjà
abouti à quelques conclusions, mais qui évidemment a vocation à être montré dans le cadre du futur musée, j'espère, sera installé dans les bâtiments de l'Hôtel-Dieu. En matière de valorisation, on a travaillé ensemble, Dany, sur une petite expérimentation utilisant les hologrammes, la technique des hologrammes pour justement faire parler ces chapiteaux, puisqu'on voyait quelques chapiteaux à l'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce dispositif qui a été testé d'abord à la Sorbonne Abu Dhabi l'année dernière, et puis dans l'exposition Faire parler les pierres qui a eu lieu à Cluny ces dernières semaines? Oui, bien sûr. Donc l'hologramme, c'est de permettre une restitution en 3D virtuelle d'une œuvre, en l'occurrence. Bien des chapiteaux, par exemple, qui sont conservés dans des musées, musée de Cluny, dans le musée Carnavalet, etc., sont incomplets. Donc avec la technique de l'hologramme, on peut puiser dans des œuvres mieux conservées et compléter donc les lacunes d'une œuvre fragmentaire qu'on va présenter. Donc, on a fait l'expérience pour une exposition l'année dernière à la Sorbonne Abu Dhabi. Et si vous avez visité l'exposition au Louvre, musée de Cluny, sur la sculpture de Notre-Dame, il y avait une vitrine qui complétait un chapiteau lacunaire grâce à cette technologie d'hologramme. Donc vous avez par exemple une feuille recourbée dont l'extrémité manquait, eh bien on y a en quelque sorte fixé de manière virtuelle en 3D la terminaison d'une feuille comparable empruntée à un chapiteau mieux conservé du déambulatoire de Notre-Dame de Paris. Donc ça permettait de mieux comprendre évidemment la composition d'origine du chapiteau conservé dans les réserves du musée de Cluny et présenté à l'occasion pour cette exposition. Donc on peut le faire pour quelque œuvre que ce soit. Et donc ça rend évidemment beaucoup plus compréhensible des œuvres qui sont lacunaires et donc dont la présentation telle qu'elle pourrait être un peu déficiente, mais grâce aux nouvelles technologies, donc on peut rendre beaucoup plus compréhensibles ces œuvres du passé. C'est vrai que ce qui me frappe à travers l'exemple de l'hologramme là, dont vous avez parlé, c'est que même si c'est une petite innovation en soi, malgré tout, ça reste quelque chose d'inédit, mais qui est né dans le contexte justement de cette émulation collective autour du chantier de Notre-Dame de Paris. Ça n'a pas été dit, mais au fond, le chantier scientifique, il est par nature très interdisciplinaire, et je crois que c'est une thématique qui importe beaucoup au CNRS, et cette interdisciplinarité, justement, elle a permis, en faisant dialoguer des spécialistes du décor monumental, mais aussi des spécialistes du numérique, parce qu'il y avait un groupe numérique au sein de ce chantier scientifique, elle a permis justement de faire émerger comme ça, de manière un peu inattendue, des petites innovations qui font avancer un peu nos sujets, et ça, je crois qu'il faut vraiment s'en réjouir. Sur le fond, Dany, moi, ce qui m'intéresserait de voir avec vous, c'est comment, sur la connaissance de la cathédrale, votre travail sur le décor monumental permet d'appréhender ou d'envisager de nouvelles lectures stylistiques et ou chronologiques de la cathédrale. Oui, donc l'examen rapproché du décor a permis de découvrir ce qu'on ignorait complètement. Rappelez-vous, avant l'incendie, la cathédrale était complètement encrassée, donc on ne pouvait même plus lire les joints des différentes assises de pierre, etc. Donc on a découvert par exemple dans le chœur des techniques qui sont attestées dans l'Antiquité et qu'on pensait abandonner pendant le Moyen-Âge, notamment pour la construction des colonnes, où la moulure qui sépare la partie cylindrique de la colonne, ce qu'on appelle le fût du chapiteau, donc la partie évasée et décorée au sommet de la colonne, eh bien la moulure s'appelle l'astragale. Dans l'architecture médiévale, cette moulure est taillée dans le même bloc que le chapiteau, la partie évasée et décorée. Dans l'Antiquité, c'est l'inverse. La moulure est en général partie intégrante du sommet du fût cylindrique. Eh bien, c'est cette technique qu'on rencontre dans le déambulatoire du chœur de Notre-Dame. Donc ça permet de relativiser. On a une vision, je pense parfois anachronique, de phase de l'histoire de l'art qui doivent être en rupture avec ce qui se passait immédiatement avant. C'est pas dans l'esprit du Moyen-Âge, où le poids de la tradition est toujours mis en avant et vanté. Et donc à Notre-Dame, même s'il y a des innovations tout à fait spectaculaires dans l'architecture, d'une grande légèreté, très ajourée,
colossal, eh bien, on a aussi toujours l'intégration de traditions antiques. Donc ça, c'est une découverte qu'on a faite sur place et qui permet de relativiser. Donc il y a énormément de nouveautés, mais il y a quand même toujours une tradition qu'on s'emploie à poursuivre. Et pour le décor sculpté, on a aussi mis en évidence le poids, par exemple, d'emprunt à l'art byzantin, qui est plus marqué par la tradition antique évidemment que l'art occidental. Et donc il ne faut pas oublier, on est à l'époque des croisades, etc. Donc il y a des contacts vraiment approfondis et récurrents entre ces deux sphères culturelles, Europe occidentale d'un côté et monde byzantin de l'autre. Et un chantier comme Notre-Dame de Paris manifeste justement ces contacts dans la création artistique. Merci beaucoup, Dany, d'avoir partagé vos connaissances, vos nouvelles connaissances en fait, sur la cathédrale. C'est vraiment très intéressant. Je propose qu'on revienne au son avec Brian, qui a également participé à ce groupe acoustique. J'ai envie de vous poser la même question qu'à nos deux autres intervenants, bien sûr, la question de l'innovation. Alors, l'innovation en termes de méthode de recherche sur le chantier, là aussi, comment vous vous adaptez, comment vous vous êtes adapté à ce contexte très particulier d'une cathédrale entièrement mise à disposition des chercheurs d'une certaine manière, mais en même temps très contrainte, comme on l'a déjà dit. Et puis, j'aimerais aussi beaucoup vous entendre sur la dimension valorisation, parce que je crois que peut-être encore plus que tous les autres groupes, vous avez énormément produit d'outils de valorisation dont on voit d'ailleurs des illustrations à l'écran et que moi j'ai découvert d'ailleurs assez récemment et j'étais assez fasciné de voir à quel point votre travail a pu permettre de produire déjà beaucoup de contenus pédagogiques qui peuvent avoir des utilités très variées et qu'on a tout intérêt à faire connaître. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire plus en termes d'innovation, voilà, en termes de méthode et en termes de valorisation? Donc si on regarde en termes d'innovation côté recherche, l'accès de Notre-Dame, c'était intéressant. Je pense que la première mesure qu'on avait fait, c'était 3 ou 4 mois après l'incendie, quand le parti nef était encore interdit pour les humains. Et bon, je ne sais pas si c'est innové, mais on a bricolé et on a trouvé des robots d'inspection de gouttières, des égouts, et fabriqué un système mobile. Et on avait tiré tous nos matériaux de mesure au centre de Notre-Dame parce qu'on n'avait pas le droit de faire. C'est la première fois que j'ai utilisé un robot pour des mesures acoustiques. Après, c'est dans le contexte de recherche qui était vraiment centré sur les questions sur l'évolution de la musique ou l'évolution de l'acoustique de Notre-Dame. Et on avait vraiment développé des systèmes d'acoustique virtuelle pour des musiciens. Donc on peut avoir un chœur de musiciens spécialistes dans la musique de Moyen-Âge et dans notre laboratoire, il peut chanter dans Notre-Dame du XIIe siècle, du XIIIe siècle, du XIVe siècle. Et on peut juste, avec un bouton, changer l'acoustique autour de eux. Et eux, ils peuvent chanter différentes pièces de différents répertoires. Et la question était, est-ce que la musique du grégorien, est-ce que c'est mieux adapté à une certaine partie de l'histoire ou la musique qui a nommé École de Notre-Dame, qui a sorti la polyphonie, est-ce que c'était mieux adapté avec l'église du moment, l'église avant ou l'église 50 ans après. Et donc, toute cette idée d'un système interactif pour la recherche, à la fois technique et à la fois en sciences humaines avec des musiciens, était, je pense, techniquement le plus avancé. Mais quand je regarde les scans de colonnes effectué par Dany, nous, on a aussi étudié l'impact acoustique des colonnes à Notre-Dame, parce que si vous regardez à Notre-Dame, il y a beaucoup de colonnes, beaucoup de formes différentes, et certains chanteurs disent que c'est mieux de chanter à différents endroits, et on essaie d'imaginer, est-ce que c'est la forme de colonne
peut avoir un impact sur l'acoustique. Et on a développé des méthodes plus poussées en maquette réduite. Donc, dans notre laboratoire, j'ai 10 colonnes à une échelle de 1/10 dans notre laboratoire, sur laquelle on a fait des mesures acoustiques ultrasonores qu'on peut transformer en acoustique à l'échelle humaine. Et donc, ça, c'est quelque chose où on a vraiment avancé. Et la dernière chose, c'est côté vraiment valorisation, c'est comment fait ce film, qu'on peut voir un extrait à côté, qui est vraiment un voyage en 8 siècles de l'histoire de Notre-Dame, chaque fois avec une modélisation visuelle, mais aussi acoustique, et un jeu de pièces de musique qui a un lien avec Notre-Dame de l'époque. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment l'acoustique a changé dans l'histoire, comment la musique a aussi changé, et le lien entre les deux. Et toute la recherche derrière ça, c'est des techniques vraiment techniques, comment faire un audio 3D en baladant dans un film ou un jeu de réalité virtuelle, comment travailler avec des ingénieurs du son pour faire un mix d'un chœur d'enfant réaliste. Et tout ça mis dans un système accessible au grand public. Donc ça, c'est un peu le grand parti d'innovation. Et j'ai perdu... j'avais un truc en plus et j'ai oublié qu'est-ce que c'était. Ça va peut-être vous revenir. En attendant, j'avais une deuxième question pour vous, Brian. On a beaucoup parlé finalement là, de recherche fondamentale, c'est-à-dire l'acquisition de la connaissance pour la connaissance. Mais comme je le disais en introduction, on a, côté établissement public, on a aussi essayé d'utiliser, le terme n'est pas connoté, mais d'utiliser autant que possible les compétences des chercheurs pour nous aider dans nos projets. Donc il y aurait plein d'exemples, mais il se trouve qu'avec Brian, on a fait un petit travail ensemble que je voudrais qu'il illustre, puisque on voit l'orgue ici à l'écran. Donc il y a le grand orgue de la cathédrale, mais il faut savoir que dans la cathédrale, il y a un orgue de chœur qui date du 19e siècle et qui n'a pas souffert à l'extérieur de l'incendie, mais qui, pour ce qui concerne la partie instrumentale, a été grandement abîmé par l'incendie, ce qui nous a obligés à envisager de le reconstruire. Et à la demande du diocèse, d'envisager également des extensions de cet orgue de chœur pour mieux diffuser le son dans l'ensemble de la cathédrale. Et on a fait un petit travail en se tournant vers votre laboratoire, Brian, et j'aimerais que vous nous disiez en quoi ça a consisté, comment on a travaillé ensemble et pour quel résultat. Donc l'histoire, c'est un peu... on avait vu dans l'histoire de Notre-Dame qu'il y avait à peu près 4 orgues et les orgues à différents endroits à Notre-Dame. Donc, on a travaillé déjà sur la simulation de comment chaque orgue peut sonner à différents endroits. Et avec la restauration, l'agrandissement ou remplacement de l'orgue de chœur, il y avait plusieurs demandes de fonctionnement de l'orgue. Et il y avait, si j'ai bien compris, il y avait 3 facteurs d'orgue qui ont fait des propositions assez différentes. Et l'idée, c'est un peu d'évaluer acoustiquement ces différentes propositions. Et donc, on avait pris notre modèle qu'on utilise beaucoup pour le passé, mais ça marche également pour le futur. Et on avait installé ces orgues virtuels des différents facteurs d'orgue et regardé côté acoustique s'ils ont bien répondu aux demandes effectuées par l'établissement public et l'Église sur le fonctionnement de l'orgue. Donc, on avait étudié tous ces différents types de positionnements, ces agrandissements, et livré un rapport avec plein de figures pour montrer. Et l'idée, c'est toujours de notre côté de rester totalement indépendant. Donc, moi, je prends le rôle vraiment scientifique. Ce n'est pas à moi de décider quel choix il faut prendre, mais au moins de fournir à l'établissement le plus d'informations possible qui peut faire une décision informée. Et si c'est basé sur l'acoustique, au moins, il y a toute l'information. Et c'est un travail qui marche assez bien. Et je suis assez fier de participer dans la partie réelle du futur de Notre-Dame et pas juste plein de choses virtuelles de son passé.
Merci beaucoup. Vous n'avez pas retrouvé la chose que vous vouliez dire, non en plus, non, que vous aviez oublié tout à l'heure, non? Vous n'avez pas retrouvé Non, bah, tant pis. Tant pis, on s'en passera. Voilà. Donc, tous ces types d'innovations, un peu comme ce film, on essaie toujours de un peu innover dans l'utilisation des nouvelles technologies. Et le premier que je pense, ça passait au début, où on voit Notre-Dame avec pleine robe statique. Ça, c'est un de nos premiers essais d'innover, c'est de profiter de la plateforme YouTube 360. Et jusqu'au moment quand c'est sorti avec le son 3D, on avait créé notre premier voyage à Notre-Dame virtuel en tapis volant. Et là, on voit un peu les résultats du même effort 5 ans après. Et on voit toute la nouveauté de technologie qui est possible en termes de création d'animation, en complexité, en diffusion. Ce film, on a projeté en janvier pendant la semaine du son dans un théâtre Atmos, une salle du cinéma. Et l'idée maintenant, c'est de projeter ça, diffuser et rendre disponible à tout le monde, gratos, soit via YouTube, soit dans les projections au musée, etc. Et en termes d'innovation côté musée de Notre-Dame, qu'on espère tous à participer, on peut imaginer, par exemple, ce film découpé morceau par morceau sur des stands d'écoute avec d'autres types de technologies, même une salle où on peut chanter dans Notre-Dame avec nos propres voix, si on peut avoir une petite zone possible. Donc, tous ces avances sont basés sur soit les avancements techniques en informatique, en audio, ou soit avec la recherche en acoustique, en archives ou en architecture qui a informé sur tout l'évolution acoustique de Notre-Dame qui a vraiment beaucoup évolué dans l'histoire. Et ça, c'est un peu le résultat principal de nos recherches. C'est à chaque période dans l'histoire, l'acoustique a vraiment changé, soit avec des modifications d'architecture, ou soit à cause de l'usage d'humains avec les différentes décorations, les changements de mobilier et tout ça. On essaie de vraiment rendre ça accessible aux gens. Merci beaucoup, Brian. On arrive déjà à la fin de cette table ronde, donc je vais essayer de conclure après vos prises de parole. Ce qui me marque en vous écoutant, c'est que on voit bien à travers ces quelques exemples que Notre-Dame, pendant 5 ans, a été véritablement étudiée sous toutes les coutures. Et l'opportunité du chantier, qui a arrêté le flux des visiteurs, qui rendait difficile la réalisation de telle étude, a permis, je crois, d'accumuler une masse totalement inédite, vous l'avez dit, Dany, de connaissances sur la cathédrale. Je crois, par exemple, que vous parliez de numérisation. À mon avis, à ma connaissance en tout cas, rares sont les monuments qui ont été autant numérisés, que ce soit à l'échelle du détail de chaque chapiteau, à l'échelle des découvertes archéologiques, les éléments du Jubé sont en cours aussi de numérisation, ou même à l'échelle monumentale, ce qui fait qu'on a rassemblé des données numériques en très grand nombre, et que tout ça contribue bien sûr à totalement renouveler d'une part la connaissance qu'on a de la cathédrale, de son histoire, de la manière dont elle a été conçue, construite, de la manière dont elle a évolué, mais aussi d'avoir une connaissance beaucoup plus intime, je crois, de ce que c'est qu'expérimenter Notre-Dame. Je l'ai revisité encore hier, il y avait beaucoup de monde et il y avait une cérémonie religieuse. Visiter Notre-Dame, c'est vraiment une expérience. Et à travers vos travaux sur le son, vous recréez différentes expériences sonores, des expériences de vie et de découverte du monument qui sont, je crois, vraiment extrêmement enrichissantes. Alors bien sûr, tout ça, on l'a dit, ça forme la base scientifique de ce qu'on souhaiterait tous, c'est-à-dire un musée dédié à cette cathédrale, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres cathédrales ailleurs en Europe. Pensez par exemple au musée italien à côté de la cathédrale de Florence, au musée de la cathédrale de Milan, qui mettent en valeur l'histoire et le patrimoine de ces très beaux monuments. On espère bien sûr que ce projet se concrétisera. Il y a une volonté de beaucoup
beaucoup d'acteurs de le faire. Reste à trouver l'argent et on espère que bien sûr ça sera possible dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde. Je dois vous dire que vous pouvez continuer les échanges avec les intervenants au sein du stand du CNRS qui se trouve en C29, où il y a beaucoup d'éléments, notamment du groupe numérique, du groupe acoustique qui sont disponibles, et je crois que les intervenants seront ravis de pouvoir répondre à vos questions. Et puis bien sûr, pour conclure, il me reste à remercier le CITEM pour son accueil et le CNRS d'avoir organisé cette table ronde. Merci beaucoup.